Aujourd'hui pour vous présenter cette table ronde sur l'entrepreneuriat avec trois participantes que je laisserai se présenter plus tard. Moi, je suis ici, je m'appelle Magali Pugens et du coup, je suis ici en tant que coordinatrice du réseau Femmes de Territoire de Lyon. Aujourd'hui, on va vraiment parler du concret. L'idée, c'est de partager l'expérience de trois entrepreneuses. Je suis aussi entrepreneuse, donc je vous partagerai aussi quelques-uns de mes tips pour que vous vous happez dans le monde de l'entrepreneuriat et de la création de projets, quel que soit le stade où vous en êtes aujourd'hui. D'abord, pour commencer, avant qu'elles se présentent toutes, je vais leur poser une question. Et je vais leur poser la question de, en un mot, définir votre projet entrepreneurial. Un seul mot. Partage. Diamant. Innovant. Merci, c'est des mots qu'on ne s'attendait pas pour certains. C'est bon, on a hâte d'en savoir plus du coup sur vos projets. Farah, vu que tu as le micro, je vous laisse 1 minute chacune. En entrepreneuriat, on fait beaucoup de pitch de 1 minute, donc je te laisse 1 minute pour présenter qui tu es et ton entreprise et ce que tu fais. Alors, en 1 minute top chrono, donc je suis Farah Maroundou, je suis la fondatrice du réseau social réel Femmes Battantes qui œuvre en faveur de l'émancipation des femmes par l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour le volet engagement. Et donc, en matière d'entreprise, je suis la CEO de Motuki, friperie française. C'est une marque qui valorise une boutique de seconde main, mais qui, en plus, fait du recyclage textile. C'est-à-dire qu'avec tous les vêtements qu'on ne peut pas vendre, parce que des fois, il y a un petit trou, il y a une petite tache, on les recycle avec une technique plutôt innovante qui permet de créer... En fait, on les broie totalement avec de la chimie, on va dire, propre. On crée une nouvelle matière de la ouate qui nous permet de rembourrer des tapis de sieste et des parkas. Donc ça, c'est une première entreprise qui est née récemment. Et puis, j'ai une autre activité, comme j'aime bien parler, c'est pour ça qu'une minute, va falloir surveiller, qui s'appelle Itinéraire Bis Magazine, qui est un magazine en fait qui permet de donner la parole à ceux qui font vraiment sur le terrain, parce qu'on s'est rendu compte que dans les médias, on mettait souvent en lumière les mêmes personnes et que sur le terrain, il y avait des femmes, aussi bien des hommes, qui font vraiment des choses pour faire évoluer les choses, qui sont vraiment des véritables acteurs de terrain, donc un média qui parle d'économie, de politique et de culture. Voilà. Merci. Bonjour, donc je suis Marie Juniet, je remplace Marie. Une autre Marie. Voilà, l'autre Marie. Et pour faire le parallèle avec We Dress Fair, projet que je vous invite à découvrir parce que son projet est vraiment génial. J'ai aussi une notion de durabilité. Donc moi, je suis multi-entrepreneur, d'où l'image du diamant que j'ai cité tout à l'heure. L'idée, c'est que j'accompagne les personnes à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Pour ça, il y a plusieurs thématiques. J'aborde à la fois la maternité consciente, comment célébrer sa maternité même si... 3 petits points, crise d'adolescence, enfant qui ne dort pas, crise des 2 ans. Voilà, on n'attend pas demain. Ensuite, j'ai une partie sur la santé au naturel, d'où le lien avec la durabilité, c'est-à-dire la durabilité avec vos projets que je trouve juste géniaux, mais aussi la durabilité en tant qu'humaine. Comment faire pour qu'on apprécie et qu'on soit en bonne santé aujourd'hui et demain. Et voilà, j'ai d'autres projets dont j'aurai sûrement l'occasion de parler. Donc, merci. Bonjour à toutes, je m'appelle Sophie Tran, j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant 9 ans. Donc, j'ai une double casquette, je suis experte en marketing et communication digitale. Donc, j'accompagne tous mes clients dans le développement de leur stratégie digitale. Ça va de la création de site internet, référencement naturel, événements influenceurs, presse, etc. Et en parallèle, j'ai un média qui s'appelle Lyon Can Do It, peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent, où je partage toutes mes bonnes adresses depuis maintenant bientôt 10 ans. Merci à vous trois pour ce partage. Vous avez quand même tous des univers un peu uniques, un peu atypiques, mais vous avez un point commun, c'est qu'à un moment donné, vous avez voulu vous lancer dans ce projet. Quel a été le déclic pour vous, Sophie ? Alors moi, je travaillais dans une agence de communication, ça allait pas du tout. Pause déjeuner de 2 heures sans collègues parce que les collègues restaient devant leur PC, ils voulaient pas déjeuner. Management, pas terrible non plus.
J'avais 1 heure et demie le matin et 1 heure et demie le soir de transport pour rentrer à la maison. Donc ça devenait un peu chaud. Et un dimanche, j'étais sur mon compte Instagram et j'ai repéré une créatrice. Et je me suis dit, ah, c'est cool, en fait, il y a une créatrice lyonnaise qui fait des petits doudous qui sont trop mignons. Et là, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de lancer un site internet. Donc, j'ai lancé le site internet Lyon Can Do It, comme ça, un dimanche à la maison. Ce site, je l'ai construit petit à petit pendant cette fameuse pause de 2 heures non négociable dans ma boîte. Et en fait, j'ai eu énormément d'autres créateurs qui ont voulu justement intégrer l'annuaire. Et il y a eu des demandes, et ensuite, il y a eu des gens qui ont dit, Sophie, je veux travailler avec toi. Je veux que ce soit toi qui fasses mon site internet, toi qui fasses mon référencement naturel. Et là, j'en ai parlé à mon conjoint, et il m'a dit, non mais Sophie, en fait, maintenant, tu laisses ta boîte, tu t'en vas, et tu lances ta boîte. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, oh là là, jamais de la vie, je vais monter mon entreprise. Dans ma tête, j'ai toujours pensé et se rester dans une boîte, etc., en tant que salarié. Jamais, il n'y a personne dans ma famille qui fait de l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a dit, t'as ta tête, t'as ton cerveau, t'as ta motivation, lance-toi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est que de l'expérience. Donc, du coup, j'ai quitté l'agence et j'ai lancé, du coup, mon agence Calici en même temps. Et c'est comme ça, c'est juste parce que j'ai sauté le pas, que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas par où démarrer, ni comment le mettre en place, mais j'ai sauté le pas. Et en fait, au fil des rencontres avec les différentes personnes, les événements comme ça, etc., c'est là où j'ai construit ma communauté. Et en fait, tous mes clients sont venus après, beaucoup à 90% par le bouche à oreille. Le déclic. Pendant 16 ans, j'ai été salariée dans une grande entreprise. J'ai un parcours au départ d'ingénieur. Je travaillais dans un service qualité, sécurité, environnement. Ensuite, je suis devenue manager d'une équipe de 7 personnes qui s'est transformée en 50 en l'espace de quelques mois. Donc, j'ai beaucoup recruté. J'ai développé des travaux. Et ensuite, je suis passée au service recrutement dans la même entreprise. Donc, c'est pendant que j'étais salariée qu'il y a eu un événement, le fameux déclic. C'était le décès de ma maman. Et quand j'ai rangé les cartons qu'elle avait entreposés parce qu'elle était aidante pour ma grand-mère est décédée, ma maman est décédée dans la foulée, juste après la naissance de notre deuxième enfant. Et donc, sur les cartons, elle avait noté « pour plus tard ». Et il y a quelque chose en moi qui m'a dit, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, ça sera tout de suite. Et donc, quelques mois après, j'ai commencé tout ce qui m'intéressait. C'est-à-dire, j'ai commencé un compte Instagram où je n'avais rien à vendre. Par contre, je partageais un ose par jour. Ose faire ci, ose être comme ça, ose... mais vraiment sans aucune stratégie de contenu, quoi que ce soit. J'ai juste pour le plaisir de partager, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai construit, on va dire, le début de Osapim, qui s'appelait Marie Ose. Et maintenant, c'est Osapim. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de partager autour des huiles essentielles que j'utilisais. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Ose les essentiels. Ça fait 8 ans que j'ai cette activité. Ensuite, j'étais déjà dans de l'associatif par rapport à la maternité. Et donc, ça a été le début de ma vie professionnelle dans la maternité. J'ai eu l'opportunité de lancer des cours de théâtre pour les parents et les enfants entre 0 et 4 ans. Et toujours la même année, hein, j'étais intervenante sur une chaîne YouTube plutôt axée spiritualité, et donc j'interviewais les conférencières, je gérais le chat, etc. Et ce déclic, ça a été vraiment, s'il y a un truc qui t'intéresse, tu le fais tout de suite et t'attends pas. Je me suis pas posé la question de est-ce que j'ai la place dans mon emploi du temps. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce que à l'intérieur, pour celles qui connaissent le Human Design, je suis générateur, est-ce que mon sacral il s'allume. Et dès qu'il y avait le feu intérieur de j'ai trop envie, ben, je disais oui. Et après, je me suis dit, j'ai cultivé la confiance au niveau de l'emploi du temps, ça va se gérer. Et en fait, l'emploi du temps, c'est adapté à mon désir et pas l'inverse. Je pourrais en reparler si vous voulez. Alors moi, le déclic, c'est plutôt un gros déclic, un gros coup de pied là où il faut. En fait, moi, pour savoir, je suis arrivée à Lyon, j'avais 20 ans, plein de rêves, celui notamment de reprendre l'activité que j'exerçais à l'étranger. J'étais animatrice radio et médias, enfin radio et télé. Et en fait, arrivée à Lyon, en fait, j'avais pour objectif de remplacer Claire Chazal. Je me suis dit, elle va vieillir. Bel Elle va objectif. vieillir. Oui, oui, oui. Je me suis dit, elle va vieillir, donc à un moment donné, il faut qu'il pense à quelqu'un. Donc
moi, je suis là, les gars, et tout. Je suis dispo, vous m'appelez et tout. Mais donc, tout le monde me disait à l'époque, ouais, mais tu sais, ça marchera pas. T'es black, t'es grosse. T'as pas fait l'ENA, t'as pas fait Sciences Po, t'as pas de réseau, tu connais personne et tout. Donc, oublie. Et ben, j'ai oublié. J'ai renoncé à mon projet. Je me dis, bon, bah, c'est vrai, peut-être que j'ai rêvé un peu trop haut. Donc, 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va à la mission locale, on touche le RMI. À l'époque, c'est comme connu. On va à la NPE, on touche les ACDIC. Et donc, de fil en aiguille, on m'oriente vers le médico-social. On me dit, c'est bien pour toi, tu vas voir. Et donc, je découvre par hasard une maison de retraite. Je croyais que c'était un documentaire, en fait. Donc, je me suis dit, mais si, un documentaire sur des gens qui sont déguisés en vieux, ça veut dire qu'il y a un réalisateur, un producteur. Donc, du coup, ben, on va me reprendre à la télé. En fait, elle m'a dit, non, non, c'est des vrais vieux. On m'a dit, tu sais, en France, quand tu as un certain âge, en fait, on vous met dans une maison de retraite. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, écoutez, si vous ne voulez pas les vieux, moi, je vais les prendre parce que je trouvais ça tellement inhumain. Donc, j'ai décidé de devenir directrice d'EHPAD à ce moment-là. On m'a dit, bah, comment il faut faire pour être directrice d'EHPAD? On m'a dit, ouais, il faut d'abord être cadre de santé. Je dis, c'est quoi cadre de santé? Il faut d'abord être infirmière. Je dis, bah, ok, c'est par où? Donc, je suis allée voir la directrice. Je lui ai dit, je veux travailler. En fait, j'avais envie de lui dire, je veux prendre ta place. Mais il fallait une petite formation quand même avant. Donc, j'ai commencé par dame de ménage, donc je poussais le balai, mais j'étais un peu comme James Bond. Je poussais le balai, et en fait, parce que je connaissais pas du tout, donc en même temps, je regardais, ah oui, ça c'est infirmière, ça c'est cadre de santé, ça c'est médecin. Et l'après-midi, j'allais à la FNAC, j'achetais des bouquins médico-social, fonction publique hospitalière, des choses que je ne connaissais pas du tout. Et donc, de dame de ménage, j'ai fait auxiliaire de vie, j'ai fait aide-soignante, j'ai fait infirmière, j'ai fait cadre de santé, diplômée de l'EHESP, je suis devenue directrice d'EHPAD. Et après, merci. Et après donc directrice d'EHPAD, 40 lits, des salariés, toute une équipe et tout ça. L'EHPAD ferme, j'ai des problèmes de santé. Déjà en 2019, avec le Covid, moi j'étais toujours première, j'étais la première cas 0, peut-être virgule 2 ou 2, mais cas Covid. Le médecin il me dit, madame, appelez votre famille parce que là il vous reste 3 jours à vivre. Et je lui dis, mais je peux pas, j'ai pas mon rouge à lèvres, je suis même pas habillée et tout. Et donc, du coup, il me dit, si, il faut appeler quand même. Et j'entends ma famille pleurer au télé. J'ai dit, mais non, mais. Et en plus, je suis même pas, il y a un restaurant à la Croix-Rouge, je suis pas allée encore, donc je comprenais rien. Voilà, donc en 2019, déjà, on me dit que je vais mourir. Et puis après, en 2020, enfin, je suis diplômée en 2022, j'ai le poste et tout, je suis toute contente. L'EHPAD ferme, encore des problèmes de santé. Puis pareil, avec les soirées réseau comme ça, avec l'équipe des Lyonnes, Alexandra, que je salue. Donc j'interviens pour parler de mon retour d'expérience. Et donc j'ai une dame là qui me dit, ah, mais ce serait bien que vous fassiez de la communication, vous parlez bien et tout. Et donc elle me parle d'un projet que j'avais abandonné 18 ans avant. Je dis, ah, c'est bizarre ça, qu'elle me parle de ça. Et elle me lâche pas, elle prend mon numéro, elle m'écrit, il est 1h du matin pour me dire, Claire Chazal, elle vient à Lyon, elle vient à Bron, ici à côté, il y a une salle là, elle vient à Bron pour une lecture publique. Je dis, bon, ok, pourquoi pas. Je vais à la soirée. Et je ne sais pas par quel miracle, que je ne pourrais pas, qu'on pourra peut-être parler, machin, mais bon, il y a des fois des miracles comme ça de la vie qui font que je me retrouve en entretien comme ça avec Claire Chazal. Voilà. Et Claire Chazal me dit, si tu as toujours voulu faire du média, du journalisme, de l'animation, elle me dit, fais-le. Tout ce qu'on t'a reproché, j'ai même pas la moitié du milieu du diplôme qu'on t'a dit que tu n'avais pas. Donc elle me dit, si tu as envie, fais-le. Et je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que je candidate pour reprendre un poste de directrice d'EHPAD, ça vient pas. Ça fait 2 fois qu'on me dit que je vais mourir, je meurs pas. Donc là, cette fois-ci, je vais vivre ma vie. Je dis, si la papesse du 20h te dit, fais-le, il faut y aller. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Itineribus Magazine. Voilà. Que de beaux déclics. Moi, je vais vous partager le mien. Il est un peu plus terre à terre. Moi, en 2021, je suis devenue maman. Et puis là, je faisais 2 heures de route par jour pour aller travailler. Je change un peu Sophie. Et là, mais je vois ma fille 30 minutes par jour et c'est tout. Je passe que 30 minutes. J'ai pas envie de ça. Je veux pas de ça. Je veux pas de cette vie. J'ai toujours eu l'entrepreneuriat qui me titillait dans un coin de la tête. Et j'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis lancée. Moi, c'est l'arrivée de ma fille. J'ai une autre petite question sur vous lancer. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que pour vous, le fait d'être une femme, ça a été un frein
ou ça a été quelque chose qui vous a servi dans votre projet? Est-ce que vous avez ressenti le fait d'être une femme, une différence, ou vous vous êtes sentie à égalité avec l'autre sexe? Alors moi, j'ai pas eu l'impression de me lancer, j'avais pas le temps de réfléchir. Vous avez vu, en une année, j'ai lancé tous les projets dont je vous ai parlé, donc il n'y avait pas la phase de réflexion. Moi, je suis bélier ascendant bélier, j'ai avancé tout droit, et puis j'ai vu où ça m'emmenait. Euh, le monde professionnel que j'avais, c'était chez Dalkia, et donc c'était dans un monde pour des métiers auxquels les femmes ne pensent pas, justement. J'intervenais dans des écoles pour ça, donc j'étais déjà entourée d'hommes au quotidien. J'étais manager d'équipe que masculine, donc je me suis pas posé la question en fait. J'ai eu envie de faire quelque chose, j'y suis allée. Et donc le déclic, j'ai pas voulu partir de ce monde. C'est juste qu'à un moment, malgré les miracles, ma vie ne faisait que 24 heures, j'enchaînais les enfants. Donc moi, c'est l'arrivée du 3e enfant qui a fait que j'ai quitté mon salariat. Mais j'ai lancé tout ça, j'avais 2 enfants. Donc j'étais salariée, entrepreneuse, maman, voilà, d'où le diamant en fonction des différents projets, des différentes facettes. Donc je me suis pas posé la question de est-ce que être une femme, j'étais qui j'étais. Et t'as pas ressenti non plus à un moment donné du fait que tu sois une femme des difficultés d'accès à des projets, à des financements, qu'on remettait en question ta crédibilité, entre guillemets, du fait que tu sois une femme? Non. Je pense qu'il y a une histoire de posture que j'avais aussi pas travaillé, mais expérimenté dans ma vie d'avant, où de toute façon, dans un monde masculin, je rentrais dans la pièce et donc on s'adressait généralement à l'homme qui était devant pour dire « Ah, vous avez emmené votre assistante ?» Bah non, c'est notre chef. Bon, bah écoute. Donc du coup, une fois qu'on a vécu ça, bah, finalement, on se dit on prend sa légitimité. Enfin, j'ai pas attendu qu'on me la donne, mais comme entrepreneur, pour moi, c'était pas un projet, l'entrepreneuriat. Vous m'auriez dit à 20 ans que j'allais être entrepreneuse, j'aurais rigolé. Hein. C'était pas du tout dans mes projets. C'est parce que j'ai eu envie d'impacter le monde que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est une voie. Enfin, j'ai accepté une mission, puis on m'a dit, mais il faut te facturer. Ah bon? Il faut que je crée une structure. Enfin, moi, ça s'est fait dans cet ordre-là. Donc, c'était... Non, le fait d'être une femme... Alors, j'ai pas le même type par exemple, par rapport à Mike, qui a aussi des entreprises, enfin, vraiment la création d'une entreprise avec l'auto-entreprise ou du portage. C'est des modèles hyper flexibles, hyper souples, où juste, moi, j'étais concentrée sur la mission que j'avais envie d'apporter au monde et pas tellement si j'étais une femme, un homme. Donc, pas vraiment une question pour moi, juste toujours suivre mon envie. Je rejoins Marie, où en fait, je pense qu'il y a vraiment une question de posture. Dans mes anciens jobs salariés, en effet, j'avais cette vision-là où c'était peut-être des fois un peu délicat de faire passer un dossier ou faire valider une idée, etc., où il fallait se battre un petit peu plus que d'habitude. Mais depuis que je me suis lancée, que je suis à mon compte et que je fais les choses parce que j'en ai envie quand je le veux, en fait, s'il y a quelqu'un qui le veut pas, bah, c'est pas grave, je continue mon chemin, je passe de côté, mais j'ai pas eu affaire à de gros problèmes par rapport à ça. Là, je vais peut-être gâcher un peu l'ambiance. Chacun son expérience, voilà. On est là pour partager. Parce que c'est pas toujours les hommes qui m'ont renvoyé dans la phase que je suis peut-être incapable ou illégitime ou quoi que ce soit. Souvent, ce sont les femmes elles-mêmes, en fait. Parce qu'elles savent taper là où ça fait mal. Donc, si on est toutes là, on est entre nous, on ferme la porte, on se parle entre nous. J'ai envie de vous demander de vous appuyer sur la véritable sororité au sens pur du terme. C'est-à-dire que c'est pas, on est là, on se sourit, on fait les photos. Et puis après, moi, je vais te demander, par exemple, vous, madame devant, je vais dire, moi, pour me rendre service, on ne se connaît pas, par exemple, de mettre un avis Google sur mon entreprise ou de mettre juste un like sur la publication. Ça vous coûte 0 €, mais pourtant, ça peut me donner beaucoup. Rien que ça, déjà, si chacune de nous, c'est ce qu'on fait chez Femmes Battantes, chacun de nous donne son compte Insta, LinkedIn ou peu importe, et là on peut prendre le lead sur les activités où on n'est pas toujours présente, ça premièrement. Et puis, les seuls moments où je ne me suis pas sentie légitime, c'est parce que je me suis rendu compte après
que je m'attaquais en fait à un secteur d'activité, le média, où il y a une certaine caste en fait qui est leader dessus. Donc du coup là, je viens de commencer, enfin ça fait quand même 2 ans, j'ai déjà des propositions de rachat, de partenariat, etc. En fait, c'est pour écraser le fœtus dans l'œuf, en fait. L'œuf dans le. Enfin, vous connaissez l'expression. Voilà. Et en fait, et là, oui, les hommes, dans ce cadre-là, ils me font bien comprendre que, en fait, tu es une bonne femme, occupe-toi de Mutuki, les fringues, ça c'est très bien. Mais ça, si tu veux, ça, on peut s'en occuper. Ça, tu as trop de choses à faire, laisse ça, on s'en occupe. Et puis moi, je leur ai fait comprendre que Oprah Winfrey était une femme, Claire Chazal aussi, Tout à fait. Mo Abudu aussi. Et donc Farah Maroundou aussi. Super, girl power. Et je trouve très intéressant cette notion de quand on a une posture aussi, quand il y a quelque chose qui nous donne envie, bah, on y met plus d'énergie et je pense que c'est perçu différemment. Donc le déclic, c'est bien, mais une fois qu'on a le déclic, l'idée, il faut passer au projet. Farah, est-ce que tu peux nous dire les étapes, qu'est-ce que tu as construit, comment tu as mis en place ce que tu as mis en place pour pouvoir passer à l'état d'action et à l'état de réalité de ce déclic, de ton envie de percer le monde du média? Mais en fait, il faut se dire que quand on a envie d'être entrepreneur en général, mais donc, comme dans tout projet, hein, j'ai envie de dire, même quand on a envie de cuisiner, quand on a envie d'emménager, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision, c'est-à-dire que moi, quand je dis, par exemple, je vais participer à une conférence, j'ai une vision de ce que c'est-à-dire qu'on est sur la table, autour de la table ronde, il y a des participants, ça veut dire j'ai la vision de comment je vais être habillée, c'est-à-dire j'ai la vision de comment je vais faire pour y aller, donc j'organise mon trajet, mon transport, voilà. Il faut avoir une vision. Et comme j'aime le dessin, et pas en général, je dessine. Je dessine une boutique avec des portants, je dessine des vêtements que j'ai même couture zéro. Je dessine plein de choses. Je dessine une sorte d'arbre, une sorte de, comment dire, pas arbre généalogique vous savez, le truc avec Le plein mind mapping? Ouais, une mind mapping avec plein de dessins, des fleurs. J'écris beaucoup. J'ai un carnet comme ça. Je vais prendre un carnet par projet et je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Et puis, au fur et à mesure que c'est réalisé, je stabilote. Donc, dans ma vision, je vois une équipe parce que je sais que je peux pas tout faire. Je vois quelqu'un qui s'occupe de l'administratif. Je vois quelqu'un qui s'occupe de justement la facturation, la comptabilité, les finances. Je vois quelqu'un qui s'occupe de la communication. Donc, je dessine un peu tout ça. Je vais sur LinkedIn, je scroll, je dis, ah, là, ce serait bien pour faire ça, ça, ça. Et puis, je vois la personne qui va me faire le site internet et ainsi de suite. Je demande des mises en relation. Et puis après, je lance, parce qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Je me lance. Et puis après, avec les résultats, tous les jours, en fait, on brainstorm et on continue, on s'améliore parce que le premier projet, le premier jet, il n'est jamais bon. Il n'est jamais fini, sauf si vraiment vous avez les moyens d'avoir toute une structure autour de vous dès le premier lancement. Mais voilà, il faut se lancer dès le premier truc. Et puis après, au fur et à mesure, je vois comment développer. Puis aussi, être à l'écoute des autres, même qui ne sont pas du même secteur d'activité, mais pour continuer à performer le projet. Voilà. Et justement, tu disais que écouter les autres ou autre, est-ce que tu as cherché un réseau pour t'entourer dans cette phase de lancement ou c'est au fur et à mesure des rencontres et du hasard de la vie que tu as fait ces rencontres et que tu t'es créé ton propre réseau? L'avantage, c'est que j'avais déjà créé, ça fait 8 ans que Femmes Battantes existe maintenant. Là, il y a 2 jours, on a fait le bal des Lyonnaises. Je ne sais pas si vous avez regardé sur les réseaux. Donc, j'avais déjà une base quand même. J'avais une base. Mais il faut savoir que chez Femmes Battantes, c'est moi la fondatrice, c'est moi qui apporte les compétences, les réseaux et tout. Mais là, j'avais besoin plutôt qu'on m'apporte à moi aussi. Donc là, c'était l'inverse. Pour le projet Mutuki, c'était facile dans le sens où je dis aux filles, bon, à chaque fois que vous venez en réunion, vous m'apportez tous les textiles qui traînent chez vous. Pour le recyclage, je prends tout. Donc là, ça allait. Mais pour Itinerbis, c'est beaucoup plus, c'est un autre secteur d'activité. Donc là, oui, j'avais besoin de m'entourer de professionnels parce qu'on m'avait déjà reproché que j'avais pas fait Sciences Po. Donc, fallait pas que j'écrive n'importe où. Il y a bien ChatGPT, mais bon, il faut quand même derrière un journaliste. Donc, j'ai réussi à l'usure, et je le salue, Fanfan, à débaucher un gars du Progrès. J'ai réussi aussi à avoir 2-3 personnes qui, dans mon réseau, on avait marre de leur boulot. J'étais là, j'attendais vraiment qu'ils soient à la limite du burn-out et pour leur dire, tu vois, j'ai de la place chez Itinerbis.
Si t'en as marre, bah, tu sais quoi, moi, je te prends tout de suite. Et donc, de s'entourer des gens qui savent faire. Et puis, pour revenir aussi sur un autre déclic, je fais pas de politique, hein, mais il y a une vidéo de Nicolas Sarkozy qui passe sur les réseaux où il explique en fait que quand il était président, il était le président de la République, de la France, hein, 7e puissance du monde, mais il avait autour de lui, dans ses collaborateurs, des gens qui avaient fait l'ENA, comme lui, il l'avait pas fait, comme moi aussi, des gens qui avaient fait l'ENA, qui avaient fait des grandes études, des gens qui étaient polytechniciens, des gens hyper calés dans leur sujet. Et c'est ça, en fait, quand on est dirigeant, bah, peut-être que vous ne savez pas tout, mais c'est vous qui avez la vision de l'entreprise et vous vous entourez des gens qui savent faire. Voilà. Vas-y Marie, est-ce que tu as quelque chose à partager justement sur ce passage au concret? J'ai envie d'appuyer sur la vision, parce que moi, c'est ce qui me drive, c'est l'image finale. J'ai pas les étapes, mais j'y vais quand même. Et en rigolant, je dirais un petit peu que ma méthode, c'est la méthode déstructurée, c'est-à-dire que j'ai pas forcément la structure au départ, mais je sais qu'elle va se mettre en place sur le long du chemin. C'est-à-dire que je vous ai évoqué tout à l'heure que la première mission que j'ai eue, c'était d'accompagner des femmes dans un parcours VIP d'1 an en accompagnement individuel parce que la responsable partait en tour du monde avec sa famille. Et donc, j'ai dit oui. J'ai commencé. Alors, oui, c'est pas très bien. Normalement, on fait un contrat d'abord pour valider. Mais j'ai commencé, puis un jour, on m'a dit il faut facturer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à passer à l'action en disant OK, je crée une micro-entreprise, hyper facile, hyper simple. J'étais encore salariée, donc il y avait ce double statut. Ensuite, un petit peu après, c'est le moment où j'ai souhaité du coup développer les activités entrepreneuriales que j'avais déjà impulsées pour avoir plus d'impact. C'est-à-dire que c'est pas que j'étais malheureuse dans mon job salarié, je kiffais mon job salarié, j'ai kiffé tous mes jobs salariés. À partir du moment où il y avait un truc qui ne m'amusait plus, je changeais à l'intérieur de ma boîte, d'où le parcours assez éclectique. Et dans ce parcours-là, justement, il y a une notion hyper intéressante, c'est l'adaptabilité. Et donc, je m'adapte à ce que je comprends qui est demandé dans la situation entrepreneuriale. Un de mes mantras quand j'étais manager, c'était le changement, c'est tout le temps. Donc, à l'époque, c'était un autre président qui disait le changement, c'est maintenant. Moi, je l'avais transformé en le changement, c'est tout le temps. Je travaillais dans le nucléaire et donc il fallait s'adapter à la grosse machine. Moi, j'ai appris à m'adapter et finalement, je me suis servi de cette compétence-là dans l'entrepreneuriat en disant « Ok, je m'adapte. Je vais changer de statut. » Et là, j'ai par exemple choisi le portage entrepreneurial. Donc, avec la société Nexto que vous pouvez rencontrer ici, parce qu'ils accompagnaient sur la partie administrative. Dans le passage à l'action, il y a aussi une connaissance de ce que j'aime pas, ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. L'administratif, je sais faire, mais j'aime pas. Donc, j'ai pris une structure que je paye, qui me fait des choses bien mieux que ce que je pourrais faire. Il y a des choses que j'aime, par exemple, la création de contenu, je garde. Parfois, on me dit, tu veux pas la déléguer ? Bah, ça va pas, non ? Moi, j'adore parler, transmettre mon message, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, non, je ne vais pas déléguer parce que ça, j'aime. Par contre, celle qui n'aime pas, ça peut avoir du sens que dans sa stratégie, elle le délègue. Donc, c'est pour ça que les checklists toutes faites, elles sont intéressantes parce qu'elles vont permettre de vous inspirer, mais il faut surtout l'adapter à sa propre situation. Et donc, dans le passage à l'action, c'était un petit peu le 360. Et puis, je me dis, ah, ça, j'ai pas, il faut que je mette en place, etc. Et pour répondre à la deuxième question que tu lui as posée sur l'entourage, donc, je suis passée dans l'entrepreneuriat à temps plein en 2023. Dans le passage à l'action, donc je quittais un job salarié, très bien payé, cadre, avec 16 ans d'expérience pour l'entrepreneuriat. Moi, j'avais besoin de sécurité financière par rapport à tous les frais de la maison, enfin des choses très pratico-pratiques, je pense assez communes. Et du coup, j'avais mis en place notamment une activité avec du marketing de réseau qui me permettait d'avoir un revenu déjà fixe. Donc moi, ça m'a sécurisé. De me dire, je commence, mais au début du mois, mon chiffre d'affaires, je sais qu'il ne va pas être à zéro. Je sais qu'il y en a qui se lancent en mode wouhou, et j'admire. Je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. Je suis audacieuse, mais chacun ses limites, et c'est pour ça que je reparle de se connaître. Du coup, là, moi, ça m'a rassurée d'avoir cette partie-là. Sur la partie de santé naturelle, j'ai une équipe de 30 personnes, donc je sais qu'on travaille ensemble et que c'est ça qui m'a sécurisée dans le passage à l'action.
Et donc là, c'est plutôt moi qui lead l'équipe. Et il y a aussi le côté réseau. Et en 2003, la personne qui m'avait accompagnée sur la formation autour de la relation à l'argent, parce que un des trucs que je n'aimais pas, c'était l'argent. Et donc, je me suis dit, si je suis entrepreneuse, il faut que le sujet... j'ai des compétences et que ça m'intéresse un minimum. Sinon, tu lances pas une entreprise, Marie. J'ai quand même un peu de cohérence, même si je suis très spontanée. J'ai quand même de la réflexion. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je creuse. Donc, j'ai fait une formation sur la relation à l'argent avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et la formatrice a lancé son réseau qui s'appelle le Club des rêveuses entrepreneuses. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le réseau qui aujourd'hui m'accompagne. Donc, il a 3 ans d'existence. Aujourd'hui, je suis devenue la leaduse locale de ce réseau-là. Et on a un format mastermind. Donc, c'est vraiment, on a le cerveau collectif, un petit peu comme si on se retrouvait toutes les 4. Je pose ma problématique du moment, que ça soit dans la vision, dans le service client, peu importe la thématique. Et je bénéficie du cerveau des autres femmes. Donc, je sais que vous fonctionnez aussi... C'est ce qu'on a mis en place récemment avec Femmes de Territoire aussi. Avec Femmes de Territoire, il y a des similitudes. Et c'est hyper riche. C'est-à-dire qu'on arrive comme on est et on repart avec plein de pistes. Et même si les pistes, elles ne nous ont pas plu parfois, enfin, tu peux me dire un truc, je dis « Ah bah non », au moins ça me permet, encore une fois, la posture de me dire « Ah, du coup, ce qu'elle me propose, c'est vraiment pas ça que je veux et je sais ce que moi je veux. » Et du coup, je m'ancre encore plus dans « C'est ça la direction, et donc c'est ça ma vision, et donc j'avance. » Et c'est ça qui permet du coup de continuer à passer à l'action avec ces... checkpoint un petit peu régulier, et notamment les points financiers que j'avais lancés au niveau du club, c'est-à-dire faire un rendez-vous hebdomadaire avec ses finances. Et oui, même si on a un chiffre d'affaires de 0, le point financier est indispensable. Et donc, je me suis rendu compte, j'étais l'animatrice du fil argent, que c'était vraiment un point hyper important dans l'entrepreneuriat, même quand on commence, de se dire, je prends un rendez-vous où il doit y avoir des euros dans ce que je fais. C'est ça, moi, la définition du point financier. Peu importe le chiffre d'affaires, c'est aujourd'hui, je vais regarder ce qui rentre. Aujourd'hui, je vais regarder ce qui sort. Aujourd'hui, je vais regarder les factures. Aujourd'hui, je vais discuter. Je vais faire une méditation avec l'argent. Peu importe ce que vous faites, mais il faut qu'il y ait des euros et qu'il y ait du concret et parfois un petit peu de prise de hauteur. Donc, c'est un peu tout ça, le passage à l'action et l'entourage. Merci. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous avez envie d'entreprendre ou de vous lancer, c'est vraiment de participer justement à plein d'événements. Quand j'ai démarré mon entreprise, donc je me suis lancée en société tout de suite, je me suis mis en SASU et j'avais eu une rupture conventionnelle, donc je bénéficiais de l'ACRE. En fait, ça vous donne le chômage pendant 1 an et demi à 2 ans. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que tu lances ton entreprise et que tu fasses comme si tu avais 0 €, comme si tu gagnais vraiment un salaire en fait à partir de demain. Donc je me suis mis la pression tout de suite en mode, à partir du mois prochain, il faut que je gagne tout de suite tant d'euros par mois. Et c'est en me mettant dans cette dynamique-là que j'ai lancé les choses beaucoup plus vite. Parce que j'ai beaucoup d'amis d'entrepreneurs, elles disent c'est bon, j'ai 1 an et demi, je vais brainstormer, je vais prendre le temps, mais 1 an et demi, ça passe très vite. Donc si vous avez une idée, vraiment, lancez-vous tout de suite. Et ce qui m'a vraiment beaucoup apporté quand je me suis lancée, c'est justement de me mettre dans des réseaux. J'ai fait plein de réseaux différents, des conférences, des réseaux pro, de femmes, d'hommes, peu importe. J'allais un petit peu partout, café, networking, petit déjeuner. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes justement qui étaient dans mon cas, qui lançaient aussi leur entreprise. Et en fait, il y a cette solidarité-là qu'on n'imagine pas quand on se lance, mais en fait, elle est vraiment là. Et j'ai rencontré 2 amis avec qui aujourd'hui, je suis la marraine des 2 enfants. Donc c'est pour vous dire que de personnes lambda, on arrive vraiment à créer un lien fort. On s'était lancés les 3 en même temps, on a des projets différents, mais chaque semaine, on se faisait un coworking tournant. Donc, on allait chez l'une et chez l'autre. Donc, on s'était dit, oh là là, ça va être dur de travailler entre copines, on va faire que parler. Mais en fait, non, on était vraiment dans une dynamique de travail. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on avait une problématique, la réponse, elle arrivait en 2 secondes. Un sujet sur lequel je pouvais rester ou brainstormer et pas trouver la réponse en une journée, en 2 secondes, ma copine, elle avait la solution. Donc vraiment, c'est hyper important de bien s'entourer, que ce soit dans le domaine professionnel ou familial. Aujourd'hui, je continue à réseauter. C'est vraiment le nerf de la guerre et je continue aussi à me former parce que c'est très important dans n'importe quel milieu de se former dans des sujets qui nous sont propres, mais dans des sujets également transverses. Et pour vous donner un petit peu l'anecdote, moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu travailler aux Galeries Lafayette en tant que vendeuse, en job étudiant.
Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai obtenu un stage à Paris chez CWF, qui est en fait un groupement de marques de luxe, Chloé, Timberland, Karl Lagerfeld, etc. J'étais assistante showroom. Donc, j'étais à Paris, à côté des Champs-Élysées. Je préparais les collections que vous voyez aujourd'hui pour les enfants dans les magasins. Et un jour, je dis à ma chef, tu sais quoi, j'aimerais trop, mon rêve, c'est de vendre chez Chloé et ou Timberland aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris. Il me dit, y a pas de souci, la semaine prochaine, je t'y mets, tu seras sur le terrain. Donc, trop cool. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai vendu à Paris Haussmann. Et du coup, quand je suis rentrée à Lyon, c'est resté un job étudiant. Donc, on m'a reproposé justement de travailler. Et petit à petit, après, j'ai continué à du coup développer mon entreprise, etc. Et avec mon média Lyon Can Do It, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec les Galeries Lafayette. Et à terme, en fait, j'ai eu un pop-up pendant 3 ans. Donc, j'ai eu 100 mètres carrés dans les Galeries Lafayette de Lyon-Pardieu avec des créateurs où je partageais justement mes petits coups de cœur, mes créateurs que j'adorais et qui avaient du coup un espace de vente dans les Galeries Lafayette. Ils sont devenus partenaires officiels de différents projets. J'ai lancé un catalogue de Noël, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire que si vous avez une idée en tête et que vous avez envie de faire quelque chose, foncez. Parce que tout ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai réussi. J'avais juste l'idée, je ne savais pas comment le faire, mais j'y suis allée et j'ai toujours réussi à le faire, même en passant par la fenêtre. Mais vraiment, si vous avez une idée, foncez. Ce que je retiens du coup de ce que vous avez dit toutes les trois, c'est ne pas trop se prendre la tête, ne pas trop faire de programme, s'écouter, y aller, foncer et s'entourer. Je pense que c'est le plus important. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, il y a des hauts, des bas. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire sur les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment vous êtes passé outre ces difficultés que vous avez vécues au quotidien, ou enfin dans le quotidien, tout au long de la vie de votre entreprise? Farah? Déjà, avec Itinervis, il faut savoir que je m'attaque à un sujet sensible, c'est la seconde main. La seconde main, ça veut dire qu'il y a des vêtements qui ont déjà été portés et des fois, bon, il y a des vêtements neufs aussi, hein. Et donc, ma hantise, c'est d'avoir les punaises. Bon, Dieu merci, enfin, je ne parle pas de religion, mais bon, j'en ai jamais eu. Et du coup, je les traite bien en amont de les mettre en vente. Donc de ce côté-là, tout va bien. Et chez Itinerabis, donc média, magazine qui parle de pas mal de sujets. Donc j'ai un ami qui est, c'est vraiment un ami. Vous voyez, moi j'ai la notion pour moi de l'amitié, c'est-à-dire que je peux être, pardon Madame encore, hein, vous, je suis votre ami. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années qui nous permet de nous connaître vraiment. Il va arriver sur votre chemin que vous fassiez une bêtise, voilà. Mais moi, en tant qu'ami, je vais vous dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais c'est pas pour autant que ça va arrêter notre amitié. Parce que quand on est amis, on se supporte dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour moi, c'est ça l'amitié, vaille que vaille. Et j'attendrai de toi aussi en retour que tu me dises, Farah, t'as merdé, ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de se parler. Et donc, j'ai un ami qui a fait une bêtise, voilà, on va le dire comme ça, même si je reconnais que c'est quand même assez grave, mais ça, je l'ai appris après, et je vous rassure, ça n'a rien à voir ni avec la violence faite aux femmes, ou tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, là. Mais il avait fait quelque chose de pas bien, mais pour moi, il m'avait rien fait à moi personnellement, donc je l'ai invité sur le média, et j'ai eu un bad buzz. Un bad buzz où vraiment j'ai été appelée, comment ça se fait, voilà. J'ai dit oui, mais par rapport à ça, mais je l'ai invitée aussi pour un autre sujet qui avait rien à voir avec. C'est comme si, par exemple, elle fait de la communication, mais derrière, elle a aussi une activité où elle fait de la cuisine. Ben, moi, je l'invite pour son activité de la cuisine. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. J'ai un bad buzz. Un bad buzz, je me dis, mais les appels, il faut répondre. Est-ce qu'il faut répondre aux commentaires? Est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il faut, voilà. Et puis la tempête médiatique, on peut le dire, est passée. Et donc, voilà, c'est passé. Mais il fallait quand même gérer ça. Voilà, ça a entaché un petit peu le média, mais il fallait gérer ça. Ça, c'était pour Itinerbis. Et pour Femmes Battantes, encore une fois, les femmes, je vais gâcher l'ambiance, hein, j'ai prévenu dès le début. Donc, réseau social réel de femmes, on est là, on s'entretient. Comme tu dis, en fait, nous, tous les mois, on se retrouve autour de la table, on se dit, bon, toi, où est-ce que tu en es? Tu as besoin de quoi?
toi, où est-ce que tu en es? Et puis, comme on a un fort réseau aujourd'hui, on se recommande les unes les autres. Et donc, on faisait des événements qu'on appelait des séminaires, où on faisait venir des gens qui venaient témoigner de leur retour d'expérience. Ça pouvait être des personnalités publiques très connues. Ça pouvait être aussi, par exemple, toi, tu as créé ton truc. On dit, viens raconter aux gens comment ça s'est passé pour inspirer les autres. D'où notre slogan, je te donne, tu me donnes, nous avançons. Et là, j'ai fait venir quelqu'un de très connu qui fait de la télé. Et j'ai son ex qui n'était pas d'accord, qui me dit non, 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 par solidarité féminine, il faut pas le faire venir, c'est pas cool. Et avec MeToo Média, elle est allée rentrer là-bas, elles m'ont menacé, vous dire faut pas le faire venir, faut pas, faut machin, et des menaces, des trucs. J'ai dit en fait, je suis libre, il y a une justice, si t'es pas contente, il y a les tribunaux, et puis aussi, si t'es pas bien, dans Femmes Battantes, il y a des coachs, il y a des thérapeutes qui peuvent t'accompagner pour soigner ton chagrin d'amour. Mais moi, en aucun cas, je ne vais rentrer dans une guerre où j'ai rien à voir, en fait. Donc, elles m'ont menacé de concerts de casseroles, de tout ça. Ça, c'est pas fait. Donc, dans toutes les activités, au quotidien, il y a toujours un pépin. Et donc, faut vraiment, il y a l'entourage des équipes et tout ça. Mais l'avantage, c'est-à-dire qu'il y a l'entrepreneur, mais il y a aussi à la femme qui, on ne peut pas en même temps gérer des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est que des problèmes. Enfin, il y a beaucoup de problèmes pour savoir gérer. Mais il y a aussi à la maison, pour moi, je me suis arrangée pour que chez moi soit un refuge où quand je traverse la porte, tout ce qui est entrepreneuriat, l'URSSAF, les trucs, les impôts, la TVA, tout ça, ça reste dehors. Et quand je rentre chez moi, c'est le jardin d'Éden, c'est le cocon, parce que sinon, on ne tient pas. Donc voilà, il y a des problèmes tout le temps. Moi, je vous en ai cité une par chaque activité que je pilote. Mais pour tenir, parce qu'il faut tenir, il faut pouvoir avoir un espace neutre, bienveillant et vivifiant. Voilà. Merci. Alors, du coup, tu travailles à l'extérieur de chez toi, c'est ça? Oui, mais je fais beaucoup de télétravail. Ouais. Parce que pour le coup, travailler de la maison, pour moi, c'est pas un obstacle. Il y en a beaucoup qui disent, mais comment tu te laisses pas happer par le lave-vaisselle et la machine à laver? J'ai une grande capacité à passer devant ma bannière de linge, et si je n'ai pas le coup de fil qui me permet de le plier, il n'est pas plié. Donc, c'est une super compétence à développer. Si t'as la recette secrète, je la veux bien. Eh bien, tu trust out. Tu la regardes, tu fais « Hey, je m'occupe de toi plus tard !» et t'avances. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a les enfants qui viennent me dire « Mais c'est pas dans le placard ?» Non, tu peux regarder dans la panière. Il faut aussi accompagner, former l'entourage à gérer la panière de linge pleine. Mais ça marche très bien. C'était pas du tout là où je voulais aller. Mais ça rejoint un petit peu la thématique que je voulais aborder, moi, dans les difficultés que j'ai rencontrées, c'est la dispersion. Vous avez vu, j'ai pas une idée, j'en ai 1001. Quand j'ai lancé mes activités, je les ai prises séparément. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, les gens ont discuté entre eux. Ah oui, Marie qui est dans la maternité, la parentalité. Ben non, mais pas du tout. Marie, elle est employée chez Dalca, elle est manager. Mais Marie Junier, mais pas du tout. Marie Junier, elle donne des cours de théâtre. Ouais, alors en fait, c'est la même. Donc, il y a un moment, moi, la difficulté, ça a été de me présenter, de trouver un fil rouge qui ne tient pas en 10 minutes. Donc, le pitch de 1 minute, c'est un gros challenge pour moi, que les gens comprennent ce que j'apporte à travers tous mes outils de Mary Poppins, parce que j'en ai un sac bien rempli. Donc ça, pour moi, ça a été hyper challengeant en termes de communication. Donc il y en a dont c'est les métiers, moi pas vraiment. Donc du coup, je me suis aussi dépatouillée, j'ai continué à avancer et puis j'expliquais, d'où l'image du diamant de tout à l'heure. Donc pendant un moment, je disais en fait, en fonction de où et quand vous me rencontrez, vous pouvez voir des choses très différentes de moi. Et un jour, je croise un monsieur dans un shooting d'allaitement avec mon bébé. J'étais en robe avec des fleurs partout. Il y a un monsieur qui me dit « Je vous connais ». Et là, je dis dans la côté bénévolat, que je lui donne un peu les différentes activités. Il me dit « Non, pas du tout ». Et en fait, on se connaissait du travail. J'étais sa N+2, mais je venais de rentrer de congé maternité, je ne le connaissais pas encore très bien. Mais d'habitude, il me voyait en jean, chaussures de sécurité, casque. On a mis un petit moment à trouver d'où on se connaissait.
Et donc, ce côté multifacette, pour moi, il n'a pas été simple de faire comprendre aux gens ce que je faisais. Quand ils me rencontraient avec une partie où je parle de maternité, de comment célébrer sa maternité, la communauté des gratitudes, que j'appelle la plus grande communauté au monde de gratitude, parce que voilà, vision aussi, ambition. Aujourd'hui, on n'est pas des milliers, mais demain, sûrement, parce que pour moi, c'est la pépite qui permet de kiffer sa maternité, quoi qu'il se passe, parce que j'ai pas une maternité parfaite. Ça a été de faire comprendre ça. Donc, le challenge, ça a été de trouver ce fil rouge dans l'épanouissement. Et on m'a dit tout à l'heure, Marie, tu as la notion de ruissellement de bonheur. Je ne pensais pas le réutiliser aussi vite. Pascal, si tu m'entends. Il m'a dit, en fait, tu as cette notion de ruissellement de bonheur. Comment t'épanouir à l'intérieur et finalement le ruisseler dans le reste de ta vie. Et c'est ce que j'apprends à l'autre à faire avec tous mes outils, toutes mes activités en fonction de là où tu es. Tu pars d'un point A, tu pars d'un point B. Tu as une activité salariée et tu as envie d'avoir du sens et tu aimes la santé au naturel. Eh bien, viens créer ton activité avec moi. Tu peux le faire en parallèle de ton job. 1, tu prends soin de soi. 2, t'impactes le monde. Bah, merveilleux. Et c'est comme ça que parfois il y a des carrières qui se lancent. Et en fonction de quand et où je rencontre les gens, je peux dégainer une ou deux des casquettes. Donc c'est toujours moi. Voilà. Merci Sophie. Ce qui a été le plus dur, je trouve, pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est de poser les limites. Parce que quand on se lance, on travaille pour soi. Travailler pour soi, c'est différent de travailler pour les autres. C'est notre projet, c'est notre bébé, etc. Donc on a à cœur de le développer. Mais du coup, je recevais un mail le dimanche à 20h, je répondais. Je recevais un appel. J'étais connectée H24, 7/7 à mon activité parce que je me suis dit, mais en fait, si je réponds pas, je vais perdre un client, etc., etc. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de vous donner des limites. Aujourd'hui, je ne travaille que 4 jours par semaine parce que mon conjoint, il est off dimanche, lundi. Donc, j'ai la chance de pouvoir me mettre en off dimanche, lundi. Donc, je travaille du mardi au vendredi. Certes, c'est des journées très condensées parce que j'ai 2 petits-enfants aussi, 3 ans et 17 mois. Donc, ça rajoute une petite pierre à l'édifice. Mais du coup, je pense que quand on a l'envie, on se donne les moyens de le faire. Et du coup, déjà d'avoir réussi à timer en me disant, OK, donc Sophie, tu travailles de 9h à 16h, mais au taquet, tu donnes tout. On arrive à se créer son planning. Et au final, les gens l'acceptent. Si vous dites que vous n'êtes pas disponible le lundi, bah, les gens, ils ne vous appellent pas le lundi. Et c'est pas grave. En fait, c'est vraiment vous qui donnez le rythme. Et c'est ça qui est le plus important. La deuxième chose aussi qui était dure, c'est de travailler des fois à la maison toute seule, etc. Donc, je me suis forcée à aller des fois travailler un petit peu en ville avec des copines, etc. pour ne pas être toujours isolée dans sa boîte, dans son idée, etc. Et ça, c'est le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous travaillez... après, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui aiment bien... bosser solo, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien de sortir de sa petite routine, d'aller dans un petit café avec une copine, etc. Parce qu'on a des idées qui fusent, qui mûrissent. Et c'est souvent dans les cafés où on a lancé les plus beaux projets. Par exemple, j'avais fait un café autour d'une grenadine avec une amie que j'ai connue via Instagram. Et on s'est dit, on a un média qui marche, on a énormément de contenu, mais c'est du digital. On a envie de quelque chose de tangible et de physique. Et du coup, on s'est dit, on a envie de lancer un livre. On a fait quoi? On a tapé sur Google comment lancer son livre. Et du coup, on s'est donné 1 an. On s'est dit, OK, à partir de demain, on fait un rétro-planning. Et en 1 an, on a lancé un livre qu'on a nous-mêmes auto-édité. On a trouvé la graphiste, etc. Et on a réussi à rentrer à la FNAC, chez De Citre, de partout, en étant en auto-édition, alors que normalement, on est obligé de passer par des éditeurs, des maisons d'édition. Donc, comme je vous dis, si on arrive à passer par la voie royale, on passe par la fenêtre. Donc, vraiment, une idée, on y va. Merci. Le temps se passe très vite et juste avant peut-être de passer le micro au public, si jamais vous avez des questions que vous voulez poser à nos intervenantes, si vous aviez en une phrase un seul conseil à donner, qu'est-ce que ça serait? La vie est un jeu. C'est le mantra qui m'accompagne. C'est ce qui me permet d'enlever l'enjeu, quel qu'il soit. Oh là là, et le regard de mon conjoint, le regard de ma famille, je vais quitter mon job salarié, le regard de ceux qui me disent « Non, mais il faut que tu trouves une niche et que tu choisisses. » Ah non, mais j'ai choisi de pas choisir, du coup, voilà. Et moi, je le vois comme un jeu, c'est-à-dire « Oh, il y a des obstacles sur le chemin. » Mon objectif, c'est de slalomer dedans. Le jeu aussi, c'est de voir
le communauté de gratitude, la gratitude. Donc parfois, je lance des défis gratitude près des entrepreneurs. Donc de dire, ah tiens, j'arrive à attraper les étoiles comme Mario Kart. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On est propulsé, on va plus vite. Alors que sinon, on avance. Mais du coup, si on n'a pas cette posture-là, bon, ça avance moins vite. Le jeu, c'est finalement ce qui est au cœur peut-être de mon approche, de voir la vie comme un jeu. Ça simplifie beaucoup. Ça enlève parfois le côté lourd, ça ramène de la légèreté, ça ramène du sourire. C'est là aussi où je fais le lien avec le théâtre. Parfois, on appelle ça le sourire de la comédie dans l'accouchement. Alors oui, je fais des liens dans toutes les thématiques tout le temps, il faut me suivre. Mais quand on accouche, il y a le sourire de la comédie. D'abord, sourire, même si on est en train d'avoir une contraction, eh bien, physiologiquement, ça va détendre des choses. Et bien ça, je l'applique dans ma vie d'entrepreneur. Il y a un problème, sourire de la comédie un peu crispé, mais finalement le sourire vient, le rire arrive derrière, et c'est comme ça que les solutions se présentent. La vie est un jeu. Généralement, je dis, et si la vie est un jeu, ça ouvre la porte. Merci Marie. Moi, s'il fallait ne dire qu'un seul mot, enfin, comme je vais avoir une phrase. Une phrase. Ce serait monter le son. Monter le son, pourquoi? Parce que on a toujours cette petite voix qui nous dit des fois comment faire. Elle est guidée par notre intuition, mais on l'écoute pas. On a envie de faire un truc. Il y a une voix qui est beaucoup plus forte qui va dire non, mais tu vas pas. Attends, avec les enfants, ça va être compliqué. Ça va nourrir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, je vous dis, montez le son de cette petite voix qui vous guide et qui peut-être ne vous trompe pas. Pour avoir fait 20 ans dans le médico-social auprès des personnes âgées, vous-même, vous verrez dans votre quotidien le nombre des personnes âgées qui, à partir d'un certain âge, même pas forcément personnes âgées, prennent des anxiolytiques. Parce qu'à un certain âge, on a des remords, on a des regrets. Combien j'ai vu qui m'ont dit ah, j'aurais tellement voulu faire ça, j'aurais tellement voulu faire ceci. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile de digérer un échec que de vivre avec le regret de ne pas avoir vécu une expérience. Donc, montez le son de cette petite voix, écoutez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. J'adore ta phrase. J'ai envie de dire, croyez en vous, foncez et surtout, brillez un maximum.